trace vraiment des lignes hermétiques. Et puis dès qu'on met le petit doigt, on a l'impression que exactement. le coup retombe. Parce que Sohan, c'est un petit doigt, il a rien fait. Non, mais ça, c'est-à-dire, c'est le message aussi envoyé aux autres. Vous voulez faire une carrière dans le cinéma, dans le stand-up, ce que vous voulez. Voilà. Mais vous savez qu'il y a... il ne faut pas dépasser... Il faut même pas... C'est pas dépasser. Il ne faut même pas parler de ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de parler d'Israël et de l'occupation et de la Palestine? Ce n'est pas des sujets intéressants. Voilà. Parlez de tout ce que vous voulez, sauf de ça. Voilà. Et c'est ça le message qui est envoyé et qui est matraqué et qui est destiné aux autres, à ceux qui veulent faire carrière. Parce que moi, je suis sûr que tous ceux qui veulent faire carrière, ils savent que désormais, dans l'humour, dans le cinéma, etc., ils savent qu'il y a des choses qui vont mieux. Il y a des lignes rouges. Je suis sûr qu'il y a des journalistes, etc., des écrivains qui disent « je préfère ne pas ». Vous savez, un jour, j'ai entendu sur Radio Courtoisie un prof de droit, un agrégé de droit. En 1990, il était encore il préparait son concours d'agrégation. Et il a raconté la chose suivante. En 1990, il a voulu écrire un article sur la loi Guessot pour critiquer en termes juridiques. C'est-à-dire, voilà. Et son directeur de thèse lui a dit « Tu veux faire une carrière en France dans les facultés? Oui, laisse tomber. » Voilà. Et donc, en fait, et c'est ça, on instaure un climat de terreur. Voilà. Pourquoi il n'y a pas, par exemple, d'études sur la loi Guessot? Par exemple, parce que la loi Guessot, elle est inconstitutionnelle. Pourquoi il n'y a pas eu de députés? Pourquoi on n'a pas eu le courage de la présenter devant le Conseil constitutionnel pour savoir si elle est constitutionnelle ou pas? Jamais. Parce que, voilà. Donc, on instaure un climat de terreur qui ne dit pas son nom, et les gens qui sont dans le métier, ils savent. Ouais. Ils savent que sont des sujets, sont des choses à éviter, voilà. Alors il y a eu des petites révélations dernièrement, justement, il me semble bien que c'était au dîner du CRIF, où il y a, comment il s'appelle, c'est Jakubowicz ou Kuckerman, qui explique, alors je crois bien que c'est Kuckerman, c'est Roger Kuckerman qui explique, mais vraiment, alors là, c'est filmé, on va dire, c'est disponible sur Internet, où on voit Kuckerman qui explique l'affaire Dieudonné vue de l'intérieur, et il dit, nous avons été voir on va dire ceux de la droite, parce qu'en fait Valls a dit je vais mettre le paquet, mais je vais outrepasser les lois, je vais faire des choses, et il dit carrément qu'ils vont plonger dans l'illégalité, mais que pour pas que justement la droite s'offusque en disant la liberté d'expression, on est en train de bafouer les lois, il faut qu'ils aillent les voir, et il explique qu'ils vont voir donc tous les membres de droite, Raffarin, etc. Il cite les noms, il se gêne pas, un Juppé, etc., Xavier Bertrand, et il dit comme ça la droite ne bougera pas et on pourra lancer l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas entendu un seul responsable de droite s'offusquer que la loi soit complètement jetée aux oubliettes. Ça ne dérange pas. C'est un consensus. Parce que le CRIF règne de toute façon sur toute la classe politique. Sur toute la classe, ouais. Moi, j'ai beaucoup admiré Jean-Luc Mélenchon. Je peux ne pas partager des choses. Ah oui, récemment, il a fait une sortie très remarquée. Mais il a prononcé le nom du CRIF. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Il a eu un courage. Bon, probablement, il est assez connu, médiatisé pour ne pas avoir... D'ailleurs, ils n'ont pas posé plainte. Non, ils n'ont pas posé plainte. Non, ils ont fait une petite déclaration, mais ils sont restés silencieux. Moi, les médias judéo-sionistes n'ont pas dit grand-chose. Parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui aurait pu vraiment sortir le grand jeu. Il n'a pas peur d'eux. Et donc, ils ont compris qu'ils ont eu affaire à plus fort qu'eux, ou en tout cas quelqu'un qui a du courage. Voilà. Mais c'est le seul, à ma connaissance, qui a vraiment... Prenons par exemple Besancenot. Besancenot, comment il a pleuré dans une émission. C'était contre Kuckerman d'ailleurs, on sent bien, il pleure dans l'émission d'Ardisson. Combien ça coûte? C'est lamentable, c'est lamentable. Quand il lui a dit vous êtes antisémite, quelque chose comme ça, l'autre, au lieu de l'envoyer, au lieu de lui dire mais vous êtes le représentant d'un État colonial, etc., il a commencé à pleurnicher comme... C'est ça le climat de terreur qu'on a instauré et qui porte. Enfin, pour le moment, ça porte. Sauf que moi, je suis convaincu qu'à la longue, il y a l'effet inverse, il y a un retour de bâton. Parce que les gens, on va avoir de moins en moins
l'envie de se soumettre. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment de résistance extraordinaire, enfin, je veux dire, un moment de dissidence, de résistance, de non-croyance. Les gens ne croient plus à beaucoup de choses. Bon, pour le moment, ils tiennent encore les médias, mais pour combien de temps? Ouais. Voilà, parce qu'il y a des médias alternatifs, et puis il y a aussi, moi je crois une chose, c'est que le pouvoir des Sayanim, il vient, vous savez, la puissance du lobby juif mondial, j'englobe Israël, il repose sur deux pôles. Il y a le pôle Israël et le pôle de la diaspora, ça veut dire les juifs qui vivent en dehors d'Israël. Et en fait, ces deux pôles se renforcent l'un l'autre, se complètent et se renforcent. La force d'Israël renforce les lobbies judéo-sionistes dans le monde. Vous savez, les gens croient que les lobbies juifs ont toujours été puissants, c'est pas vrai. Ils ne sont puissants que depuis 40 ans, 40-50 ans. Vous savez, dans les années 50 et 60, ils n'étaient pas du tout puissants. Et donc, c'est la victoire d'Israël en 67 et la force qu'il a prise, et surtout l'importance qu'il a prise dans les relations internationales et les services qu'il pouvait rendre au nouvel ordre mondial, à l'Empire, le contrôle sur les États arabes, etc., qui a donné cette force, qui a renforcé par contre-coup les lobbies judéo-sionistes. Parce que le lobby juif en France, finalement, je veux dire, si Israël n'était pas aussi puissant, il ne pèserait pas grand-chose. C'est ça en fait. Donc, et ce sont deux pôles qui se complètent et se renforcent. Et donc, tant qu'Israël est fort, c'est parce que la France a intérêt à avoir d'excellents rapports avec Israël. Il ne faut pas croire que c'est une question de cœur ou de sensibilité ou de choix. Israël est un élément majeur des relations internationales. C'est un joueur très important au niveau, vous savez que c'est le 4e ou 5e exportateur d'armes. Oui. Et pas des fusils, c'est-à-dire c'est vraiment les armes les plus sophistiquées. L'Inde vient de passer commande. La Chine passe commande à Israël. Vous imaginez des grandes puissances comme ça, elles vont acheter les armes les plus sophistiquées à Israël. Et donc, c'est un pays qui est très important au niveau des armes, au niveau de la sécurité. Par exemple, les Jeux Olympiques, je crois, de Rio de Janeiro ont été confiés à une société israélienne. C'est un acteur majeur de la mondialisation. C'est un pays qui peut contrôler le monde arabe et l'Est de l'Afrique. Donc c'est un pays qu'on respecte beaucoup. Donc tant qu'il ne gêne pas trop avec les Palestiniens, etc., bon, tant qu'on continue cette comédie de négociations avec les Palestiniens, on ne fera rien contre Israël, parce que c'est un acteur essentiel dans la domination de l'Empire. C'est ça qu'il faut. C'est pas, vous savez, les États, on dit, il y a quelqu'un qui a dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc Israël présente un intérêt essentiel. Et cette force d'Israël rejaillit sur les lobbies judéo-sionistes à l'étranger. Et donc, parce que, vous savez, si je remonte avant la Deuxième Guerre mondiale, que valaient les lobbies juifs? Pas grand-chose. Il y avait quelques banquiers après. Je veux dire, ils n'ont pas empêché, par exemple, ils n'ont jamais pu convaincre l'Amérique de recevoir quelques milliers un navire, par exemple. Il y avait un navire chargé de réfugiés juifs qui essayait d'aborder à Miami. Les Américains l'ont renvoyé en Belgique sous occupation allemande. Alors, où était le lobby juif? À New York et à Washington. Je veux dire, c'est vraiment ce lobby, et le jour où Israël ne sera plus... C'est le jour où Israël deviendra plus un poids qu'autre chose. C'est-à-dire que le défendre, on paierait un prix plus fort. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ça n'arrive pas. Parce que le monde arabe est tétanisé. Il est divisé et il est soumis, entièrement soumis à Israël. Aucun pays arabe n'ose lever la tête, n'ose broncher. Ceux qui ont levé, on va dire, la Syrie, l'Irak, qui l'ont pas. Voilà. Et donc finalement, mais ça ne durera pas longtemps. Vous savez, l'histoire, quand je dis longtemps, ça veut dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que c'est une situation intenable. Et Israël est en train
je veux dire, la légitimité d'Israël est en train de prendre un coup, année après année, parce qu'on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de solution pacifique, il ne peut pas, ni de solution politique. Et donc, Israël est en train de... Il y a le boycott qui se développe, la délégitimation, etc. Et l'affaiblissement d'Israël amènera l'affaiblissement du lobby juif et des Sayanim. C'est comme ça que je vois cette dynamique, la dynamique, comment elle peut évoluer. Oui, puisque comme l'un se nourrit de l'autre. Voilà. Ouais. Alors, on va faire une petite pause, temps de revenir, voilà, on me dit on se fait un thé. Oui, bah justement, ça tombe bien, mon cher Samuel. Oula, pas mal de questions. Bah, de toute façon, on va voir tout ça après. La régie, elle est prête, comme d'hab. On fait la pause, on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour après cette petite pause, toujours avec Jacob Cohen. Ah, mon micro, voilà, là il est ouvert, voilà. Donc de retour après cette petite pause, je recommence. Et toujours avec Jacob Cohen, donc c'est bon, ne dites pas, il n'y a pas de sens, normalement ça doit être rétabli. Alors, il y a pas mal, on va répondre à 2-3 questions. Voilà, parce que les méthodes, il y a beaucoup de questions, donc on va sélectionner un peu. On nous demande, parce que c'est vrai une question, est-ce qu'il y a des Sayanim en Russie? Parce que, évidemment, ouais. Puisqu'il y a une communauté juive. Voilà. Là où il y a des juifs, il y a forcément des Sayanim. Même au Maroc où il y a une toute petite communauté, il doit y en avoir une dizaine, enfin je veux dire à peu près. Donc il y a une communauté, au contraire même. Pourquoi? Parce que il y a 1 million de juifs russes ou assimilés, ou crypto-juifs russes qui sont partis en Israël. Oui. Vous savez, dans les années 70, on a mené une campagne médiatique très, très importante. Let's my people go. Et en fait, ces juifs, on les empêchait d'aller demander l'asile politique aux États-Unis, en Autriche et en Allemagne. On les amenait de force en Israël. Alors qu'ils ne voulaient pas aller en Israël. Mais ils n'avaient pas le choix. Au début, quand ils passaient par Vienne, ils pouvaient demander l'asile politique. Donc on les a fait passer par Bucarest. Et on avait donné de l'argent à Ceausescu. Et donc, hop, à Bucarest, direction Tel Aviv. Voilà. Et justement, Marion Sigaud a écrit un livre sur des juifs russes qui ont réussi, qui ont voulu demander l'asile en Hollande et qui ont été rapatriés de force en Israël. Et donc, bon, ça c'est anecdotique. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des liens très forts entre Israël et la Russie et l'Ukraine. Parce que d'abord, il y a une très forte communauté de ces pays-là en Israël. Et donc, il y a des intérêts, il y a des hommes d'affaires qui font les va-et-vient, etc. Beaucoup de relations entre Israël et donc, il y a certainement, assurément, il y a des Sayanim, évidemment. D'accord, voilà la réponse. On me demande aussi, c'est vrai, est-ce qu'on peut... On nous dit quels sont un peu les fast flags organisés par le Mossad? Est-ce qu'on pourra en faire l'inventaire? Les opérations sous faux drapeau, les fast flags. Parce qu'on sait que... Alors ça... Non, il faut lire probablement, non, par exemple, oui, la plus connue, en tout cas, celle qui a été découverte, une qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est que pendant la guerre des 6 jours, les avions israéliens, des avions sans distinction, ils ont attaqué un navire américain espion. Et ils l'ont mitraillé, il y a eu, je sais pas, des dizaines de morts. Et le navire a failli couler. Et ils voulaient faire passer ça sur le dos de l'Égypte. De l'Égypte pour déclencher une guerre avec l'Égypte. Et voilà, par exemple, une opération. Je pense pas d'autres, quelque chose d'autre ne me vient pas à l'esprit, mais ce sont probablement les spécialistes pour ça. Par exemple, ils réussissaient dans les années 70 et 80 à faire assassiner des Palestiniens, parce qu'à l'époque, il y avait des groupes palestiniens très importants, comme le FPLP, etc. Ils infiltraient ces groupes, et pour se faire la guerre entre eux. Il y a eu des assassinats de Palestiniens, de groupes antagonistes, qui se faisaient assassiner sur instruction du Mossad, par exemple. D'accord, parce que le Mossad, il réussit donc à avoir de l'influence même sur les mouvements de résistance palestiniens, c'est ça quoi. Ah oui, non mais il avait par exemple, il disait toujours, on peut assassiner Arafat à l'époque, avant qu'il fasse la paix, qu'il signe la paix, on peut l'assassiner comme on veut. Ils n'ont jamais voulu l'assassiner. Jamais voulu, oui. Mais ils avaient le responsable de tous les voyages des responsables OLP, c'était leur agent. C'est-à-dire celui qui décide. Et c'est comme ça, par exemple, que le Mossad a descendu un Palestinien, arrivé incognito à Paris, à Montparnasse, à part peut-être quelques responsables de la DST, personne ne savait qui c'était. Ils l'ont assassiné en pleine rue à Montparnasse.
Parce que ils avaient un agent qui était infiltré, enfin c'était un Palestinien, ils ont réussi à le retourner par du chantage. Enfin, parce qu'il a. Enfin, bon, en tout cas, bon, c'est une affaire que je pense que c'est Gordon Thomas qui la raconte. Et donc, c'était le responsable des voyages de tous les responsables. Donc, enfin, quasiment. S'ils avaient voulu assassiner Arafat, ils l'auraient fait. Il l'aurait fait, ouais. Oui. D'ailleurs, ils ont assassiné le numéro 2 en Tunisie. Ça, ils ont fait une opération en Tunisie. Oui. Donc, s'ils avaient voulu l'assassiner, ils l'auraient fait. Opération, un bombardement d'ailleurs. Oui, à l'époque, dans les années 80. Non, ils sont arrivés. Non, ils ont envoyé un commando qui a débarqué à la plage. Ils sont allés dans l'appartement de Abou Ziyad, je crois. Enfin, je ne me souviens plus. Et devant sa femme, ils l'ont descendu, ils sont repartis. Voilà. Il y avait une politique d'élimination terrible, enfin, je veux dire. C'est-à-dire, en fait, ils éliminaient tous ceux qui pouvaient vouloir négocier ou qui auraient pu chercher une solution négociée. Parce que la pire chose qui pourrait arriver à Israël, c'est de leur dire négocions. Voilà. Tant que les Arabes disaient on ne veut pas négocier, c'était formidable. Mais le jour où les Arabes ont dit on va faire la paix, mais c'est l'horreur. La panique en Israël, c'est la panique. C'est pour ça qu'on a assassiné Rabin aussi. Pourquoi? Oui. Parce que, encore que, moi je ne crois pas beaucoup dans la volonté de paix de Rabin. Ça c'est une autre histoire. Vous savez que Rabin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à un proche, qui s'appelle l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Yehuda Lankri. Moi je l'ai entendu de la bouche de Yehuda Lankri, il a dit on va sortir Arafat du trou et il va signer ce qu'on veut, et de toutes les façons, les Palestiniens n'auront au maximum qu'un État minus. Donc en fait, les jeux étaient clairs dès le départ. Mais c'en était trop pour la droite. C'est-à-dire, vous savez, l'État profond, ce qu'on appelle l'État profond en Israël, il a permis l'assassinat de Rabin, qu'on ne vient pas me raconter des histoires. L'assassin était suivi par les services secrets. Oui. Et comment ce type qui est suivi, qui est surveillé par les services secrets, a pu arriver devant Rabin à 2 mètres de lui et lui tirer dessus. Attendez, c'est pas possible. Donc il y avait ce qu'on appelle l'État profond qui a décidé que Rabin n'était pas fiable. Voilà. Et donc ils l'ont éliminé. D'accord. Parce qu'on se souvient aussi des déclarations. Alors c'est Tzipi Livni qui avait déclaré qu'elle avait rendu tout un tas de services au Mossad et qu'elle avait corrompu tous les dirigeants israéliens. Elle avait dit oui, j'ai même utilisé de mon corps, j'en suis fier, etc. Non mais vous savez, ils sont. Ce qui est frappant dans la société israélienne, c'est une société excessivement combattante. Vous savez, moi je compare presque Israël à un commando de 6 millions d'habitants. Ils ont vraiment la mentalité de commando. Il ne faut pas oublier qu'ils font 3 ans de service militaire, et puis après, hommes et femmes, enfin les femmes, les jeunes filles de 2 ans, mais après ils continuent jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, voilà, donc, c'est ça. Ouais. Donc en fait, ils sont dans une optique de guerre permanente. Permanente, ouais. Et il n'y a rien de pire que de leur dire on va faire la paix. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est la fin d'Israël s'ils font la paix. Pourquoi? Parce que s'ils n'entretiennent pas cet état de guerre qui fait que la société se développe, les Juifs et les Arabes vont commencer. Par exemple, Israël est le seul pays au monde où il y a 2 systèmes d'éducation séparés. Un Juif et un Arabe. Il n'y a aucun autre pays au monde qui fait ça. Aucun. Pourquoi? Parce que c'est l'horreur que un petit Juif de 15-16 ans ou une Juive ait un copain arabe ou une copine arabe. Enfin, c'est la fin du monde. Et donc, il faut créer cet état d'hostilité permanente. Et donc, s'il y a la paix, ça veut dire que les frontières vont s'ouvrir, les gens ne seront plus obligés de faire un service militaire. Les gens, par exemple, pourront aller s'installer ailleurs sans avoir... je vais vous donner une anecdote. Il y a un mois, il y a un Israélien qui est allé s'installer à Berlin, il a ouvert une page Facebook, et il leur a dit, venez vivre à Berlin. Le yaourt, enfin, c'est une marque très, très célèbre, coûte 3 fois moins cher à Berlin qu'en Israël, alors qu'il est fabriqué en Israël. Pourquoi? Parce que la vie est très chère en Israël. Il y a les impôts, etc. Et il y a eu une telle pression sur ce type qu'il a fermé sa page Facebook et il est rentré en Israël. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien de pire que de dire à un Israélien, vous êtes un traître. C'est terrible parce qu'il est exclu. Vous savez, c'est comme une petite famille là-bas. Même 6 millions d'habitants, mais c'est un petit pays. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certainement des Israéliens qui voudraient briser le carcan, parler des violations,
mais ils sont retenus par la crainte d'être rejetés par le groupe. Et ils ont réussi à créer cette société, vraiment on dirait une unité combattante de 6-7 millions d'habitants, c'est l'impression que j'ai. Donc avec la musique, avec les festivals, etc. Oui, voilà, alors, parce que la musique israélienne, il faut quand même le souligner, c'est une musique complètement nationaliste, il faut bien le dire, tout à fait. Qui a eu un espèce d'ode à Israël permanent. Et il y a deux... Et c'est là où, vous savez, je vous assure, l'intelligence du système israélien, elle est unique. Moi, je crois que dans un siècle, on étudiera ce système en disant comment ils ont réussi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que une chanson sur 3 est nationaliste. Pratiquement tous les chanteurs y passent. Ils sont presque obligés. Vous savez, il y a une chanteuse qui... C'était la gloire nationale dans les années 50. C'est comme un peu l'équivalent d'Edith Piaf. Qui avait critiqué Israël pendant la seconde intifada. Mais ils l'ont descendu comme si c'était... ils l'ont massacré. Et donc, il y a une chanson sur 3 à peu près. Moi, j'écoute pas mal la musique israélienne parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont du talent. Voilà, c'est bien fait, etc. Bon. Une chanson sur 3 est nationaliste. Une chanson sur 3, à peu près, hein, c'est l'amour. Et une chanson sur 3 sur la paix. Parce qu'ils rêvent de la paix. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, la paix est un idéal inaccessible. En fait, voilà. C'est comme le Graal, mais qu'on ne peut jamais atteindre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, malheureusement, il n'y a pas des gens avec qui on peut faire la paix. Et donc on est obligé de vivre en guerre. Et ça, c'est tellement ancré. On a réussi. Il y a une propagande fantastique. Mais c'est un pays libre. Il y a des médias libres, etc. Mais il y a cette impression d'unité. Et on ne peut pas... c'est très difficile d'échapper à... Et donc finalement, la paix, c'est comme un substitut à une vraie paix. Parce qu'en fait, les Israéliens... Il y a des chansons magnifiques sur la paix. C'est extraordinaire. Mais comme un idéal qui ne sera jamais atteint, qui ne peut pas être atteint. Et donc, vous faites des sondages, 80% des Israéliens juifs vous diront on est pour la paix, mais malheureusement, avec qui la faire? Voilà. Et donc, et le peuple continue à payer, parce que c'est un lourd tribut, cette guerre. Sur le plan économique, c'est un pays très, très difficile. On dit qu'Israël, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est un pays sous perfusion américaine? Puisque sans l'aide américaine, on dit qu'ils n'en sortiraient pas. Écoutez, imaginez, c'est un pays qui reçoit 3 milliards de dollars par an, plus 1 milliard privé. C'est-à-dire les Juifs américains, vous savez, qui envoient de l'argent. Ils font une soirée, c'est 10 milliards, 50. Comment elle s'appelle? Barbara Streisand. C'est une chanteuse. Bon. À elle seule, l'année dernière, elle est partie en Israël pour l'anniversaire de Shimon Peres, et ils avaient dit, à elle seule, c'est pas quelqu'un de très très important, c'est pas Spielberg, c'est pas Zuckerberg, à elle seule, elle avait ramassé 11 millions de dollars pour Israël. Non, pour dire que les Américains, ils se réunissent, et ils ramassent 50 millions, 100 millions, etc. Et donc, il y a, imaginez 3 milliards pour Israël, c'est quoi? C'est comme si en France, c'est comme si la France recevait 30 milliards par an. Ah oui, ramené à la taille de la population. Est-ce que vous imaginez comment la France s'en sortirait avec 30 milliards par an de plus? Ouais. C'est extraordinaire. Non, eh bien sûr, c'est-à-dire c'est un pays qui ne connaîtrait... Il y a un niveau de vie, quelque chose d'incroyable en Israël. Encore que c'est le pays parmi l'OCDE, 35 pays de l'OCDE, c'est incroyable, c'est le pays où les inégalités sont les plus fortes, sur les 35 pays. Alors qu'il y a 40 ans, c'était quasiment un pays communiste. Il n'y avait pas un seul millionnaire. Aujourd'hui, il y a peut-être 50 milliardaires. Enfin, je sais pas. C'est un millionnaire il y a 40 ans, c'était inimaginable. Le Premier ministre n'avait même pas un appartement à lui, n'avait pas une villa à lui. Pourquoi? Parce que c'était tous des anciens du kibbutz. Un kibbutz qui est très inspiré d'une philosophie communiste, idéologie. Ils n'avaient pas de propriété propre. D'accord. Donc c'était vraiment des gens qui avaient à peine un salaire, on couvrait leurs frais. Et vous imaginez, le Premier ministre portait juste une chemise à col ouvert, un pantalon en velours, et donc c'est ça.
il y a 40-50 ans, quand mes parents sont partis, ma famille est partie, c'est un pays vraiment socialiste. Les appartements étaient quasiment gratuits, la sécurité sociale était pour tout le monde, etc. Enfin, il y avait vraiment les trucs sociaux étaient très développés. Aujourd'hui, c'est une jungle. Oui, parce qu'il y a eu des manifestations aussi en Israël il y a soit 2 ans de ça. Mais seulement, on leur sort la sécurité. Et là, quand on dit la sécurité, les Israéliens, ils ne peuvent rien dire. C'est-à-dire, quand on leur dit, mais il faut payer l'armée, et donc il faut faire des sacrifices. Et à ce moment-là, c'est... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote sur une soldate, Anat, elle s'appelait, qui a été affectée au bureau du chef d'état-major, bon, pour faire son service militaire. Comme c'était enfin, elle croyait à 18 ans, elle croyait dans les droits de l'homme, etc. Donc elle dépluche, elle tombe sur des papiers, alors que la Cour suprême avait interdit les assassinats ciblés. Elle trouve des papiers autorisant en douce l'assassinat de Palestiniens, comme ça, on tire dessus, on les tue, voilà. Et donc elle les transmet à un journaliste de Haaretz. Le journaliste de Haaretz a tellement la trouille qu'il s'enfuit à Londres, parce que c'est explosif comme matériel. Et finalement, en marchant avec lui, il revient, il ramène les documents et on le laisse tranquille. Et cette fille, on lui a dit, si tu plaides coupable, tu n'auras que 5 ans de prison. Alors que c'est une violation des jugements de la Cour suprême. Elle a plaidé coupable, elle a été condamnée à 5 ans de prison avec l'assentiment de tout Israël. Pourquoi ? Parce qu'on ne touche pas à la sécurité. La sécurité, c'est comme le veau d'or. Enfin, c'est le dogme absolu. Le tabou absolu. Ah ouais, ça veut dire, on dit, attention, sécurité, alors là, c'est fini, la gauche et la droite, c'est fini, les droits de l'homme, c'est fini, etc. Voilà. Ah oui, au nom de la sécurité, on peut tout sacrifier. On peut tuer qui on veut, voilà. D'accord, oui. La sacro-sainte, parce que ça c'est un axe aussi qu'on voit beaucoup dans la politique israélienne, dans la communication, c'est de toujours dire qu'Israël se défend. Et ce sont toujours voilà, tout à fait. Israël a le droit de se défendre. Ça c'est un mot qui est martelé sans cesse qu'Israël a le droit de se défendre. Et on n'entend jamais Israël attaque, ou Israël c'est toujours... Oui, mais en 67, c'est Israël qui a attaqué. Oui. Et attaqué, pas pour se défendre. Parce qu'attaquer, c'était une guerre qui a été préparée des années à l'avance, avec une minutie extraordinaire. Avec les espions qui avaient tout calculé pour comment détruire l'aviation ennemie. Ils l'ont détruite en 1 heure, l'aviation égyptienne. Vous imaginez le nombre de calculs qu'ils avaient fait, les espions, etc. Mais c'était une guerre. En Europe, dans le monde entier, c'était une guerre pour Israël à sauver sa peau. Ils avaient réussi à l'époque, enfin, en général, nos auditeurs sont jeunes, mais moi je me souviens, Jean-Paul Sartre, etc., ils sont sortis pour défendre Israël. Serge Gainsbourg a fait une chanson sur Israël. Oui, bien, oui, Serge Gainsbourg, une chanson sur Israël. Et donc, bien sûr, oui. Ils ont réussi à faire croire à l'opinion qu'Israël a fait cette guerre pour se défendre. En 82, ils ont envahi le Liban. Oui. 20 000 morts. 20 000 morts. Qu'a dit Begin ? Il a dit, c'est à cause d'Auschwitz. C'est pour éviter Auschwitz. Mais voilà. Bon, c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est que ça a marché pendant un certain temps, mais ça marche de moins en moins à chaque conflit, etc. Mais pour les Israéliens, ils sont tellement convaincus qu'on peut retourner l'opinion qu'ils ne peuvent pas changer d'avis. Ils n'arrivent pas à admettre. Vous savez, hier matin, j'ai entendu un sociologue, Claude Sidbon, d'origine tunisienne. Il vit à Herzliya. Donc c'est un sociologue. Et il disait, les Israéliens ont créé une application pour je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Et le journaliste de Paris qui l'interviewait lui disait, mais on ne peut pas créer une application pour convaincre les gens, enfin le reste du monde, qu'Israël a raison. Et l'autre, il lui dit, eh oui, c'est terrible quand même. Et Claude Sidbon a été convaincu, mais c'est dramatique d'entendre des choses, alors que c'est un sociologue quand même. Et il dit, oui, c'est terrible, la haine du monde contre nous. À aucun moment, il n'a pas pensé qu'il y a une occupation, il y a une colonisation. Non, il y a une telle propagande
en Israël sur leur bon droit que c'en est presque extraordinaire dans ce sens. Et c'est pour ça que Israël ne peut jamais faire la paix. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'ils aillent de l'avant, qu'ils conquièrent, qu'ils occupent, qu'ils dominent. C'est une machine qui est ainsi faite. Et c'est ce qui fera sa fin d'ailleurs. Parce que ne pouvant pas aboutir à une solution pacifique politique, il se heurtera fatalement à une résistance, à une méfiance, au boycott, etc. Qui risque de s'amplifier en plus, qui ne va jamais s'arrêter. Bien sûr, de toutes les façons, on n'en est qu'aux prémices. Qu'aux prémices, oui. Oui, parce que, alors ça aussi, c'est une question que je vais vous poser. On a remarqué qu'il était plus facile parfois même de critiquer Israël en Israël qu'en France. Ah, tout à fait. Parce qu'il y a des journaux israéliens qui ont quand même des éditos qui sont très critiques, alors qu'en France, je pense que ça paraîtrait pas. Bon, je crois que les Français, il y a quelques éléments qui jouent. Il y a la présence des Sayanim, d'une part. Et deuxièmement, on oublie une chose, c'est que les Français ont été très pro-israéliens. C'est-à-dire dans les années 50, 60, 70, avaient un sentiment vraiment très proche d'Israël. Et c'est en dehors même de la présence des Sayanim, en dehors de la politique, peut-être à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. Mais on ne peut pas, quand on n'a pas connu cette période, moi je l'ai connue, on ne peut pas s'imaginer à quel point Israël avait une réputation, une image du petit pays doux, sympathique, pacifique, humaniste. Vous savez qu'il y avait entre 67 et 75, il y avait des dizaines de milliers d'Européens qui allaient dans les kibbutzim, travaillaient 1 mois, 6 mois, 1 an, pour rien. Ils étaient logés, nourris, c'est tout. Et ils mangeaient très mal. Et ils dormaient sur des lits de camp. Mais c'était comme un voyage spirituel. C'était comme une initiation à une espèce d'humanisme sioniste. Vous savez, on est parti de très très loin. En 68-69, j'habitais en France. Il y avait une chanteuse israélienne qui s'appelait Rika Zarahi. Ah ben oui, qui est très connue, Rika Zarahi. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand elle est venue et chantait à la télévision française, elle chantait avec son uniforme de Tzahal. Vous imaginez ça aujourd'hui? Elle chantait avec son uniforme de Tzahal, les Paris Match, son uniforme de... On disait, c'est merveilleux, c'est Sabra, ces jeunes Israéliens. Il y avait une fascination et presque un amour pour ce pays. Et donc, c'est un capital énorme de sympathie. Vous parlez à des gens qui ont 50 ans. Ils ont une sympathie naturelle pour Israël. C'est-à-dire, c'est parce que ça vient de l'histoire. Bon, c'est vrai que ça a tendance, petit à petit, à disparaître, à s'évanouir. Et c'est ça le drame des Juifs et des Israéliens. Cette belle époque. Voilà. Et eux, ils pensent que c'est l'antisémitisme, ils sont contre nous. À aucun moment, comme ce Claude Silban que j'ai cité, c'est effrayant. C'est-à-dire, à aucun moment, il ne s'est dit, peut-être que, je ne sais pas moi, il y a une occupation. Non, ils sont dans leur bon droit. Enfin, c'est terrible. Ouais. Ah ouais, ils sont assez incroyables. Alors, et encore, on me dit, Monsieur Cohen, pensez-vous que les Juifs vont à leur destruction en allant en Israël? Oui. Alors, moi je crois que, vous savez, quand les Juifs ont manifesté, quand le CRIF a manifesté en faveur d'Israël il y a 3 mois à peu près, avec Gaza, oui. J'avais publié un papier pour dire que les Juifs commettaient une erreur historique énorme en soutenant sans réserve un pays colonial, impérial, qui est destiné à disparaître. Pourquoi? Parce que les Juifs paieront, les Juifs là-bas et les Juifs ici, paieront un prix très lourd. Parce que, vous savez, en histoire, on fait jamais... Il y a toujours des conséquences. Et donc, toute la domination qu'ils exercent aujourd'hui, toute leur arrogance, toute leur impudence, la soumission de la classe politique, un jour ça aura une fin. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 pôles. Quand le pôle israélien cessera d'être aussi fort, ça amènera aussi l'affaiblissement.
puis il ne faut pas oublier que l'Europe est en train de changer fondamentalement, extraordinairement. Il y a vraiment un changement de population, un changement de mentalité, un changement d'optique. Je ne sais pas moi, même en Allemagne, aujourd'hui, enfin je veux dire, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, le boycott total d'Israël sera chose acquise, facile, quoi. C'est pas... Et donc, les Juifs, et là-bas et ici, je ne sais pas où est-ce qu'ils seront le mieux en sécurité. Parce que quand ils vont là-bas, bon, ils font des guerres, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus de guerre en Israël. Enfin, il n'y a plus ces guerres comme il y avait dans les années 60, 70, c'est-à-dire contre des États organisés. Aujourd'hui, il y a des guerres contre des civils, des guerrieros, oui. des guerrieros du Hezbollah. Bon, les Israéliens perdent quelques dizaines de soldats, c'est pas grand-chose. Mais la guerre du Kippour leur a coûté 4 ou 5 000 soldats. Oui. Donc, ce n'est plus, il n'y a plus ces guerres-là. Il n'y a aucun pays arabe qui aujourd'hui peut se mesurer à Israël. Donc, est-ce qu'ils sont plus en sécurité là-bas ou ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique israélienne met en danger et les habitants là-bas et les Juifs d'ici. Mais les dirigeants, ils s'en foutent. C'est-à-dire, eux, ils ont un objectif, la puissance. Vous avez un BHL ou un Fickelkraut, ils pourront toujours se réfugier à Miami, hein, c'est pas ou à New York. Donc, qui s'en va en Israël? Ils envoient qui? Des petits Juifs de banlieue, qui n'ont pas les moyens, à qui on dit, voilà, on ne peut plus vivre avec les Arabes, etc. Donc ces gens-là, ils vont. Mais pas les riches. Vous savez, les Juifs riches aujourd'hui, ils vont à Miami. Et des Juifs de Tunisie, du Maroc, leur grand trip, c'est d'aller à Miami. Donc il y a une communauté maintenant importante de Juifs d'origine nord-africaine qui sont français, mais qui sont partis à Miami. Et ils ne jurent que par Miami. Voilà, donc les Juifs qui ont de l'argent, ils savent où aller. Ils savent où aller, voilà. D'accord. Mais les petits Juifs, enfin, de toute façon, c'est une loi de la nature, enfin, des sociétés humaines, c'est toujours les petits qui trinquent. Donc les petits Juifs trinqueront. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas le risque, on va dire, pour le moment en tout cas, d'une grande guerre en Israël, parce qu'il n'y a plus de concurrents en face. Voilà, donc ils sont plus ou moins en sécurité là-bas. Ouais. Enfin, il n'y a pratiquement plus d'attentats. Il n'y a plus d'attentats kamikazes comme il y avait il y a eu dans les années 80 voilà. Qu'on a connu. Oui. Il n'y a plus de guerre. Donc finalement, c'est pas vraiment... Il n'y a pas de danger particulier à aller là-bas, sauf que c'est une société excessivement dure. Voilà. C'est vraiment une jungle. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de pitié. Vous voyez, même entre juifs, il n'y a pas de pitié. Enfin, c'est une société excessivement dure. C'est un peu... Il n'y a pas de pitié, hein. C'est marche ou crève. Hein. Ah ouais. Ah oui, non, c'est... Est-ce que c'est un peu une forme comme de tribalisme, on pourrait dire, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance et que celui qui trahit, il est jeté de la tribu, il est... Non, en fait, ce sont des... Et ici, à la limite, dans la diaspora, le sentiment de tribalisme existe. D'accord. Parce qu'on est une minorité, enfin, ceux qui sont dans le tribalisme, ils se considèrent comme une minorité face à une majorité hostile, donc il faut se tenir les coudes. Quelle que soit sa condition. C'est-à-dire, ouvrier, enfin, très peu d'ouvriers, mais enfin, bon, c'est pas grave. Enfin, profession libérale, etc. Par contre, en Israël, il n'y a plus de sentiment tribal. Enfin, pas dans le sens de la diaspora où on est une minorité. On est israélien et juif. Vous savez, en Israël, l'arabe n'existe pas. C'est-à-dire, ils sont 20 à 25%, mais ils sont totalement invisibles. Quand vous vous baladez en Israël, quand vous regardez la télé, vous allez au cinéma, etc., l'arabe n'existe pas. Ils ont fait en sorte que l'arabe soit invisible. Il a disparu de la circulation. Vous avez l'impression que c'est un pays de juifs, uniquement. Pourquoi? Parce que les Arabes n'ont pas le droit d'acheter des terres où ils veulent, n'ont pas le droit d'acheter des appartements où ils veulent. Il y a une vraie discrimination. Donc, alors, on a dit l'école aussi, donc différente, des systèmes d'éducation différents. Donc, les Arabes diplômés n'ont aucune chance de travailler dans l'industrie, dans l'économie, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la médecine, du travail social, l'enseignement. Voilà. Il y a un auteur extraordinaire qui s'appelle Kashoua, un arabe israélien, qui a écrit 3 romans magnifiques. Il était journaliste à Haaretz. Et il a quitté il y a un mois Israël. Et il a dit, enfin ça a été déchirant, il a écrit une lettre
qui a été publié dans pas mal de sites, Courrier International, etc. Et pendant 25 ans, il a essayé de se battre et finalement, il a laissé tomber. Il a dit, c'est pas possible. On sera toujours l'arabe ici. Et donc, finalement, les Arabes sont, comment dire, poussés dans un coin. On ne les voit pas, on n'a pas envie de les voir. Voilà. Ils sont là, mais on n'a pas envie. C'est très rare. Enfin, ils se mélangent. Enfin, ils se mélangent pas. Il y a un ou deux députés arabes, c'est ça? Oui, non, mais il y en a même 10. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est ça aussi l'intelligence israélienne. C'est ça l'intelligence sioniste. Bon, très bien. Sauf qu'au début, le problème, c'est que ces députés arabes, ils étaient plutôt du Parti travailliste. Donc ils étaient intégrés. C'était des notables, un peu à la Chalgoumi, par exemple, ou bien Dalil Boubacar, voilà. Donc en fait, c'était des gens achetés qui n'osaient pas lever le petit doigt sans demander la permission au maître. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux députés, parce que même la société arabe, elle est en train de changer. Il y a par exemple Hanan Zouabi, qui est une députée, ils ne savent plus comment la traiter. Parce qu'elle va à la tribune de la Knesset, et elle dit « les Israéliens sont des terroristes ». Et là, c'est... Alors, ils ont suspendu son mandat de 6 mois. Bon. Et certains disent qu'il faudrait lui intenter un procès. Il faudrait la mettre en prison. Mais là, la mettre en prison, enfin, je veux dire, c'est... Donc, mais les Arabes aussi sont en train de... Enfin, ils sont depuis un moment. Mais il y a de la résistance. D'accord, ouais. Et donc... Mais en même temps, les Juifs ne veulent pas les voir. Donc, il n'y a pas... Comment dire? Il n'y a pas un sentiment tribal dans le sens qui existe dans la diaspora. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont dans le rapport de production d'un pays capitaliste presque sans règles. Il y a des appartements qui coûtent, enfin, je sais pas, des fortunes. Il y a des gens qui font des fortunes. Voilà, les grandes sociétés font des profits colossaux. Mais c'est le gouvernement Netanyahou, etc. Ce sont des gouvernements libéraux à la Thatcher. Voilà. D'accord. Donc, voilà, allons-y. Pour les riches, c'est bon. Les pauvres, ben, attends. Donc, ils réduisent tout le temps les budgets sociaux, etc. Donc, c'est à la Thatcher. Voilà. Imaginez Reagan ou Thatcher à la tête d'Israël. Voilà. C'est un peu cette politique-là. Et donc, finalement, le sentiment patriotique et identitaire ne se réveille qu'en cas de guerre. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple la guerre de Gaza, moi je suis convaincu qu'elle a été, enfin, en grande partie motivée pour ressouder l'unité nationale. Et d'ailleurs, je pense, pour avoir suivi d'assez près ce qui s'est passé, il y a un sentiment nationaliste et patriotique jamais vu. Enfin, en tout cas, peut-être avant, dans les années 60. Et donc c'est une victoire du système, parce que pour moi c'est un système militaro-industriel, ou sécuritaro-industriel, parce que l'élément sécuritaire est très fort en Israël, sont eux qui tiennent le pays. En Amérique, on parle d'un complexe militaro-industriel. Oui. En Israël, on peut parler d'un complexe militaro-sécuritaire, c'est-à-dire voilà, tous les anciens chefs d'état-major, etc., et les services secrets qui tiennent le système. Et donc, ils imposent cette vision de combat. Et donc, par exemple, cette guerre-là, elle a permis, il y a eu des manifestations, mais patriotiques. Enfin, quand on me dit qu'il y avait quelques manifestations anti, mais c'est rien du tout, c'est epsilon. Mais ils ont réussi leur coup. Ça, c'est sûr que... Voilà. Ouais, mais ils sont très très forts. Alors, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on me dit. On me dit... Alors, je vais aller voir un petit peu les questions sur le chat. La troisième guerre fait partie de l'agenda mondialiste. Quand toutes les nations se seront foutues sur la gueule, Israël récupérera le gâteau. Il y en a beaucoup qui pensent qu'Israël joue un jeu comme ça, un peu, d'un point de vue géopolitique, de faire un peu s'entrechoquer les puissances entre elles et de rester un petit peu en arrière tout en veillant à manipuler. Alors ça fait un peu complotisme, mais on voit qu'Israël, vous l'avez même vous dit, qu'ils ont une énorme influence sur le jeu international, beaucoup plus qu'on va le faire croire. Parce que non, ils ont une énorme influence parce que c'est un acteur majeur dans la domination du monde arabe. C'est l'Occident. Dans les années 50,
l'Amérique, l'Angleterre, etc., ils étaient confrontés à un problème. Le monde arabe acquérait son indépendance et il voulait l'unité, le nationalisme, le développement. Et là, le monde commençait à se poser des questions. L'Amérique, la France, etc. Est-ce que cette région-là va nous échapper? Il y a le pétrole, il y a le canal de Suez. Et donc, par exemple, l'Iran, Mossadegh, je ne sais pas si... Bon, en 1953, ils l'ont dégommé. Ils l'ont dégommé. Aujourd'hui, la CIA a admis que c'était un coup d'État. Oui, bien sûr. Bon, il se trouve que Nasser, en 1956, on l'écoutait jusqu'au Maroc. Nasser était, dans les années 50, était quasiment l'équivalent du Messie pour le monde arabe, parce qu'il appelait à l'unité, au développement. Et la guerre de 1956 menée par l'Angleterre, la France et Israël contre Nasser, c'était pour le dégommer. Ils n'ont pas réussi, mais c'était une tentative déjà. Et donc, la guerre de 1967 a achevé Nasser et a mis au pas la Syrie et la Jordanie. Et les autres pays ont petit à petit fini par admettre la surpuissance israélienne et à trouver un modus vivendi. Donc, il restait les pays, par exemple, comme l'Irak. C'est-à-dire, en fait, Israël, à un moment donné, a commencé à dire les pays arabes, par exemple, n'ont pas droit à avoir l'énergie nucléaire. Très bien. Donc, l'Irak avait signé un traité, avait construit une centrale nucléaire à l'air libre, par la France, tout à fait pacifique, il n'y avait pas de problème. Enfin, je veux dire, avec toutes les inspections, ils l'ont détruite. Ils l'ont détruite, oui, l'aviation israélienne. Pourquoi? Parce que Israël décide que les pays arabes n'ont pas à maîtriser l'énergie nucléaire. Comme ça, voilà. Le Liban avait commencé, c'était une initiative d'une université privée au Liban, avait entamé en 1903 le début d'une politique d'une petite industrie spatiale, des fusées, etc. Et Israël a dit, vous arrêtez. Sinon, ils ont arrêté. Donc en fait, Israël, dans un premier temps, a brisé l'unité arabe, les velléités d'unité arabe et de développement. Pourquoi la France, par exemple, a soutenu Hassan II au Maroc pendant 40 ans? La gauche et la droite a soutenu Hassan II. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Avec toutes les exactions. Tous les excès qu'on connaissait du régime. Parce que le Maroc ne devait pas devenir un pays socialisant, où les syndicats seraient forts, où l'enseignement serait libre et gratuit et de qualité, etc. Donc il préfère avoir un tyran, et pour maintenir la société marocaine dans un état de sous-développement, et on le paye. Voilà, Et donc toute la politique de l'Occident vis-à-vis du monde arabe, c'était une politique de soumission, de désindustrialisation, et Israël a apporté une aide importante. Bien, maintenant, il fallait passer à une autre étape. L'étape, c'était la destruction des pays en tant que nation. La nation irakienne, la nation syrienne, il fallait les détruire. La nation égyptienne, on n'a pas besoin de la détruire, elle est soumise. Donc, voilà, elle joue le jeu, ils sont soumis. Depuis la signature du traité de paix. Voilà, la signature de Camp David avec Sadat. Voilà. Et Morsi avait, a voulu, son crime, c'était horrible, c'était terrible. Il a voulu remettre en question le traité de paix avec Israël. Là, ça a été vraiment... Et donc, au bout d'un an, ils ont arrangé un coup d'État militaire. Et donc, en fait, Israël, ce qu'ils font avec l'Iran, par exemple, sur le nucléaire, à la limite, c'est presque un prétexte, l'énergie nucléaire. Depuis 10 ans, l'Iran est empêché de se développer, parce qu'il y a des sanctions, etc. Oui, voilà, un embargo. Oui. Donc finalement, en fait, la politique israélienne, c'est pas de créer des guerres entre d'autres puissances. C'est de diviser, de morceler le monde qui l'entoure pour devenir un acteur, l'acteur majeur, l'acteur qui tire les ficelles. C'est vraiment... Et cette politique-là a été définie dans des colloques sur la stratégie dans les années 90 déjà. Oui. Donc, c'est pas du tout une surprise. Oui, parce que... Et ils sont en train ils sont quasiment arrivés. Pour moi, il n'y a plus un seul État arabe qui puisse tenir tête à Israël. Même à qui on peut donner le titre d'une nation avec un projet national, libre, indépendant, etc. Voilà.
Il y en a plus, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que Thierry Messant, ici même, nous avait longuement évoqué, le fait qu'Israël menait une politique vis-à-vis de ses voisins de façon à les faire éclater et d'affaiblir en fait tous ses voisins de façon à rester un peu tout seul. Et aussi, alors autre chose que ça, vous pourrez peut-être nous confirmer, puisque aussi dans ce que nous expliquait Thierry dans cette émission, c'est que Israël aussi œuvrait à rendre en fait les États autour d'elle monoconfessionnels pour justifier justement, c'est-à-dire qu'en fait finalement le seul vrai État plus monoconfessionnel que les autres, c'est Israël, alors que les autres sont plutôt multiconfessionnels tout autour, la Syrie, le Liban, l'Irak, etc., même l'Égypte. Et donc du coup ils disent, Thierry Messant nous expliquait que leur objectif était vraiment de faire exploser ça pour justifier justement que ces États deviennent à leur tour monoconfessionnels à leur tour. Ou de créer des entités antagonistes, comme en Irak par exemple. Il y a 3 entités antagonistes et distinctes. Et en fait, pour Israël, qui est basé sur une idéologie ethnique, ethnocentriste, c'est, comme tout à l'heure j'avais parlé de l'horreur de la paix, c'est l'horreur de l'entente. L'horreur que des communautés puissent s'entendre. Parce qu'on se dit, après tout, si des communautés peuvent s'entendre, les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble dans un seul État. Ça, c'est insupportable. Donc le fait, il faut qu'on soit antagoniste. Il faut créer les conditions telles qu'on ne puisse pas vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans tous les pays arabes autour, les minorités, etc., les peuples différents vivaient en harmonie. En paix depuis très longtemps, il n'y avait jamais eu de problème. En Irak, en Syrie, etc. Mais il fallait détruire tout cela. En plus, on a fait... Alors ça aussi... Ce qu'il est vrai qu'au moment de la création d'Israël, il y a eu des communautés juives qui ont été ciblées par des attentats, mais organisées par le Mossad pour les faire fuir certains pays arabes. On sait qu'il y en avait beaucoup en Irak, au Yémen, voilà. Mais toutes ces communautés qui ne demandaient, les Juifs marocains, ils ne demandaient pas à partir. Ils ne voulaient jamais partir, les Juifs marocains. On est allé les chercher, mais les happer. Enfin, je veux dire, on les a extraits de leur milieu, presque de force. Je veux dire, moi ça me fait rigoler quand j'entends aujourd'hui. Alors maintenant, il y a une théorie qui dit que c'est vrai qu'il y avait 800 000 réfugiés palestiniens, mais il y avait 800 000 réfugiés juifs des pays arabes. Donc on est quitte. Vous savez, il y a une théorie maintenant qui est en train... Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils font même des démarches auprès de l'ONU pour qu'on reconnaisse le problème des réfugiés des juifs des pays arabes. Ah d'accord. Ah oui, non, il y a tout un... Mais c'est pas des vrais réfugiés. Ah si, il y a peut-être dans ces pays où il y a eu un... Parce que c'est pas des vrais réfugiés. Mais pas du tout. Au Yémen, on a envoyé des avions, on les a embarqués, les gens ne savaient même pas ce que c'était un avion. Au Maroc, moi je suis comme du Maroc, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste, je sais ce que c'est. Les sionistes étaient présents de 48 jusqu'en 57-58, les juifs ne partaient pas. Il a fallu faire toutes sortes de manigances pour détruire le tissu social. Et même quand des juifs sont partis, ils ont emmené ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Mais à partir des années 60, les juifs qui avaient de l'éducation, qui avaient de l'argent, qui avaient un métier, etc., ils sont partis au Canada, en France, en Espagne. Ils n'ont pas voulu partir en Israël. Donc, en fait, c'était une... ils ont vraiment agi avec un cynisme. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas une nouveauté. Enfin, je veux dire, le cynisme, il est consubstantiel au sionisme. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ils sont prêts à tout. C'est-à-dire leur but, c'était donc c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus de juifs, de communauté juive nulle part dans aucun pays arabe, ce qui donnerait tort à l'existence d'Israël de dire oui, les juifs et les arabes ne peuvent pas vivre ensemble, alors si il y a des juifs partout tout autour qui vivent normalement, on va dire non, c'est faux, la preuve. Bien sûr. Parce qu'il ne reste plus qu'une communauté juive, je crois, en Iran, c'est ça, il y a 30 000 personnes, mais c'est d'ailleurs paradoxe total, puisqu'on nous présente l'Iran comme le diable, etc. Le diable, etc. Et tous les autres pays, en fait, on a vidé les communautés juives pour qu'il n'y en ait plus, quoi, dans aucun pays d'arabe, quoi. Donc ça, c'est une question, d'accord, très très importante. Je regarde un petit peu qu'est-ce que vous me dites sur le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on me dit, est-ce que le lac Tibériade sera sec d'ici 40 ans? Parce qu'on parle beaucoup de l'assèchement de ce lac. Non, c'est pas le lac de Tibériade. Je crois que l'auditeur ou je pense qu'il confond avec la mer Morte. Ah, avec la mer Morte, d'accord. Parce que la mer Morte, effectivement, sera probablement asséchée dans 20 ou 30 ans. Probablement, si on ne fait rien. La mer Morte a déjà perdu 30 ou 40% de sa superficie.
Alors que le lac de Tibériade ne court aucun danger, à mon avis. Enfin, je n'ai pas connaissance d'un problème pour le lac de Tibériade. Et Israël maîtrise l'eau aussi, parce que ça c'est un problème dans cette région, c'est très très important l'eau. Et il semble que les sources d'eau sont sous contrôle israélien. Tout à fait, toutes les sources d'eau très importantes du Jourdain, etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Bien sûr, et puis le Golan, pourquoi ils l'ont pris aussi? Le Hermon, les montagnes du Hermon. Donc il y a toute cette eau qui... Et puis la Cisjordanie. Ils pompent 80 ou 90% de l'eau vont pour les Juifs et 10% est laissé aux Palestiniens. Ouais. Vous savez, comment il s'appelle? Il y a un député français, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, je suis désolé. Non. Pardon? Habib Meir? Non, un socialiste, un bon socialiste. Il avait parlé d'apartheid concernant l'eau. Ah oui. Il a publié un rapport il y a quelques mois. Bon, et là, ça a été... Là, aussi, bien sûr, les réactions du CRIF, etc. Mais c'est manifeste. C'est-à-dire, ils ont ce qui est terrible, c'est la soumission aussi des Palestiniens à la domination israélienne. C'est cette acceptation totale, cette soumission qui donne carte blanche aux sionistes. Moi, ce que je trouve vraiment tragique, c'est non seulement les pays arabes indépendants qui se soumettent, d'une façon ou d'une autre, ils se soumettent à Israël. Ou ils ne font rien qui puisse gêner réellement Israël, voilà, si on peut tourner ça différemment. Oui. Par exemple, l'Algérie, quand on me cite l'Algérie, oui. Voilà. L'Algérie ne fait rien qui puisse gêner véritablement Israël, voilà. Oui. Donc, là, c'est bon. C'est une politique de l'ignorance, un peu, genre voilà. On les ignore, mais on ne fait rien vraiment. Voilà. Rien. Voilà. Ils n'enverront jamais une flottille pour briser le blocus de Gaza, par exemple, ou bien pour installer une ambassade à Ramallah, ou pour acheter des terres. Pourquoi, par exemple, des Juifs américains achètent des terres à Jérusalem-Est? Ils payent des millions de dollars. Ils vont voir un Arabe, un Palestinien, lui dit « mets le chiffre sur le chèque, et on te débrouille des papiers pour le Canada ou l'Amérique, pour que tu puisses te réfugier. » Voilà la puissance. Pourquoi les Arabes ne font pas ça, par exemple? Parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, ils vont se faire taper sur les doigts. Et donc, et ce qui est terrible, bon, c'est que les Palestiniens, aujourd'hui, sont gouvernés par une nomenclatura, une élite achetée, corrompue, de peut-être 10 000 personnes, qui vivent très bien, qui ne passent pas par les barrages, dont les enfants vont étudier à l'étranger, dans des conditions extraordinaires, et qui acceptent de se soumettre de façon lâche, veulent, pusillanime, à la domination sioniste. Il y a 2 jours, le Premier ministre palestinien est allé à Jérusalem-Est, enfin, je ne sais pas pourquoi, avec l'autorisation d'Israël. Voilà. Ça veut dire, attention, on te donne l'autorisation comme un Premier ministre. Enfin, c'est terrible. Et si les Palestiniens se réveillaient et faisaient juste de la résistance passive à la Gandhi, la fin d'Israël, elle se rapproche presque en termes d'années. Voilà. Ça arrivera, ça viendra, parce que un peuple, on ne peut pas toujours le dominer de façon outrancière et à long terme. C'est ça, en général, les pays coloniaux, ils ont toujours cette faiblesse de croire que leur puissance les protège de tout. Et ça veut dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Prenez la France en Algérie. Ils avaient la possibilité de signer un accord avantageux. Oui. Ils n'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que il y a 2 choses. Ils méprisent l'adversaire et c'est ça, moi ce que je ne comprends pas, c'est que quand je parle avec des Marocains, par exemple, l'élite marocaine, qui aime Israël, je leur dis, est-ce que vous savez comment Israël traite les Arabes? Enfin, je veux dire, le racisme. Le racisme des sionistes, des Arabes, ils les traitent comme des chiens, comme des cafards, comme des rats. Enfin, je veux dire, ils ont une conception des Arabes. Moi, je ne comprends pas que des intellectuels comme Sansal, par exemple, l'Algérien, l'écrivain, comment il peut ignorer la manière dont les Israéliens traitent les Arabes? C'est-à-dire, même dans leur conception. Vous savez ce que disait Ehud Barak? Israël est une villa dans la jungle. Et je vous assure que le racisme des Israéliens et des Arabes, il fait hérisser les cheveux. Si les médias aujourd'hui, en France et en Europe étaient libres, s'il n'y avait pas les Sayanim, on découvrirait des choses. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de l'île. Vous savez, la mer de l'île.
Oui. Il a suspendu le jumelage de sa ville avec la ville de Safed, Oui. en Israël. Bien. Évidemment, les Israéliens ont crié au scandale, etc. Sauf que, pourquoi il l'a fait? Il est probable qu'elle a pris le prétexte de Gaza. Mais il y a une chose que les gens ignorent, c'est que Safed, c'est une ville dans le nord. C'est une ville qui était très connue pour son éducation religieuse, mystique, etc. Bon, il y a des grands rabbins qui sont enterrés là-bas, hein. Des grands kabbalistes. Bien. C'est une ville où on a ouvert il y a 2 ans un collège pour étudier la médecine, ou un collège universitaire. Enfin. Et comme c'est dans la Galilée, le nord d'Israël, c'est la Galilée, et c'est là où la majorité des Arabes israéliens vivent. Donc il y a beaucoup d'étudiants arabes qui sont inscrits dans cette université. Bien. Et les rabbins de Safed, ils se sont dit, oh là, attention, c'est les Arabes, ils viennent et tout. Ils ont publié une espèce de fatwa, juive, Oui. interdisant aux Juifs de Safed de louer ou de vendre à des Arabes. En quelques semaines, cette fatwa a été signée par 500 rabbins, des rabbins. Bien. Et en Israël, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est tout à fait naturel. Évidemment, en France, on n'en a pas parlé, ou très peu peut-être. Eh bien, mais c'est du racisme au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est ça, et c'est probablement pour ça que, je pense, enfin, je ne connais pas Oui. le fin fond de l'affaire, mais je crois que la maire de Lille connaissait l'histoire de Safed. Puisque c'est une ville qui a été déclarée, je crois, la plus raciste d'Israël. Oui, voilà. Mais parce que le racisme aujourd'hui, il est enfin, au niveau de l'habitation. Vous savez, il y a une loi qui est passée en Israël et qui a été confirmée par la Cour suprême et qui dit ceci. Elle a été confirmée il y a 1 mois par la Cour suprême israélienne. Les petites agglomérations juives, les petites agglomérations, peuvent refuser un citoyen arabe d'acquérir un logement là, ou de venir habiter là, pour sauvegarder l'esprit communautaire, à peu près dans ces termes. Alors, maintenant, imaginez, en Russie, Poutine aurait dit, les petits villages russes pourront interdire aux Juifs de venir s'installer pour sauvegarder l'âme russe. Comment auraient réagi les médias en France? Voilà. Alors, silence total en France. Bon, moi, je sais parce que j'écoute les médias israéliens, etc. Mais c'est une société non seulement qui est fasciste, enfin qui est fascisante, mais en même temps, les graines du racisme sont en train de se développer. Vous savez, 40 ou 50 ans d'occupation, ça ne peut pas ne pas laisser des traces. Et donc c'est une société raciste, une société qui militariste, et donc c'est une société qui est en train de se pourrir encore de cette façon-là. Même quand le président de l'État, qui déclare il y a quelques jours que la société israélienne est malade du racisme, c'est que vraiment... Voilà. Mais le problème de ces sociétés-là, c'est que c'est comme un train fou qui fonce contre un mur. Il y a des gens qui disent attention, etc. Mais ils ne peuvent pas les entendre. On ne peut pas les entendre. Voilà. Il ne faut pas les entendre. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté la radio, et il y avait Daniel Barenboim. Bon, c'est un merveilleux chef d'orchestre, enfin, je veux dire, un musicien fabuleux. C'est une voix... Vous savez qu'il a créé un orchestre avec des Juifs et des Arabes. On lui met des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas, etc. Enfin, c'est pas grave. Mais vous imaginez un type comme lui, enfin, de sa renommée, de sa réputation. Enfin, il consacre du temps pour former des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens, pour jouer ensemble, etc. Alors, et c'est une voix extraordinaire, mais en Israël, on n'a pas envie de s'arrêter à ces voix-là. Donc, un système colonial, le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que le système colonial, il est imbu de sa puissance, de son racisme, et il ne peut qu'aller de l'avant jusqu'à la fin. Il ne peut pas raisonner et se dire je vais chercher une solution juste pendant qu'il en est encore temps. C'est impossible.
Donc il est dans une impasse, en fait, ce système colonial, oui, c'est ça c'est-à-dire, non, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Voilà. Et le bout de sa logique, il faut qu'il prenne tout. Voilà. Et même au-delà, c'est-à-dire, pour moi, ils doivent rêver d'aller au-delà du Jourdain. Oui, c'est ça, donc le rêve du grand Israël, Oui, ils n'ont pas sûr. abandonné les dirigeants israéliens. Mais vous savez que, avant 1918, pourquoi je dis 1918 ? Parce qu'en 1918, les frontières de la Palestine ont été définies par le mandat, n'est-ce pas ? Oui. Mais avant 1918, il y avait des colonies juives qui étaient installées au-delà du Jourdain et sur la côte du Sinaï. Donc ils avaient déjà l'objectif, vous savez, c'est les kibbutzim, les colonies comme ça, ils s'installent et puis ils forment une espèce ils encerclent une région pour la prendre. Donc en fait, ils avaient déjà en vue d'aller s'installer, alors qu'ils étaient que 20 000 peut-être, 30 000, mais stratégiquement parlant, idéologiquement parlant, ils s'étaient déjà installés là-bas. Donc pour eux, c'est évident qu'un jour ou l'autre, ils doivent prendre cette région-là. Ils n'attendent que le bon moment. Alors, bon, c'est vrai que ça devient de plus en plus délicat en ce moment, mais... Mais ils ont quand même ce doux rêve. Mais non, mais eux, ils y croient. C'est extraordinaire. C'est presque... Enfin, moi, je suis presque dans l'admiration de cette volonté inébranlable d'aller jusqu'au bout, mais en même temps... c'est le grain qui fera tout pourrir, voilà, de l'intérieur. Est-ce qu'on peut penser que Israël représente aujourd'hui, on peut dire presque, alors là, certains ne seront peut-être pas d'accord, mais qu'Israël a remplacé la religion juive dans le cœur des Juifs, presque. Est-ce qu'on peut dire ça, pour ça ? Par la force des choses. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, c'est qu'avant 1948, le sionisme était une idéologie ultra minoritaire dans la communauté juive. Ultra minoritaire. Je vais vous donner un chiffre par exemple. À partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924. Pourquoi 1924 ? Parce que c'est l'année où l'Amérique a fermé ses frontières. C'est-à-dire, il disait maintenant, si on veut immigrer aux États-Unis, il faut remplir des dossiers, etc. Oui. Avant, on venait et on s'installait. Donc, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924, il y avait 2 millions de Juifs qui sont partis s'installer aux États-Unis. Il y a eu peut-être 30 000 qui sont allés en Palestine. Bon, je pense que c'est clair. Ça veut dire que l'idéologie sioniste était... On avait peut-être de la sympathie, mais enfin, ça n'a pas fait bouger ni les sociétés françaises, allemandes, etc. Bon. Donc, à partir de 1948, évidemment, avec l'histoire de la Shoah, et puis, il y a eu... sans parler des religieux, bien sûr, qui étaient antisionistes par principe religieux, il y a eu petit à petit une espèce d'identification, effectivement, et de mainmise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sionisme a fait main basse sur les communautés juives en France. Bien sûr qu'il y a des juifs qui ne se sentent pas concernés, mais donc ils restent en dehors. Il y a probablement la moitié de la communauté juive en France qui ne se reconnaît pas dans cette même vie sioniste, mais qui reste en dehors. Voilà. Donc il y a peut-être ce tiers qui est acquis par la force des choses, c'est-à-dire par la propagande, par le matraquage. Les Juifs n'étaient pas comme ça. Quand on est venu d'Afrique du Nord, on avait reçu une éducation très libérale et très intégrationniste, si on veut, si je peux me permettre ce mot. On était juifs, mais on voulait vivre dans les sociétés où on était. Et de plus en plus, les sociétés juives, en tout cas la société du CRIF, telle que le CRIF la veut, la souhaite, elle est de plus en plus isolationniste, de plus en plus renfermée comme une forteresse. Ça, c'est voulu. C'est-à-dire, on envoie des jeunes en Israël à 16 ans. Aujourd'hui, un jeune en France, un jeune juif qui a 16 ans, il peut se permettre d'aller en Israël étudier 2-3 ans à l'œil. Est-ce que vous imaginez un jeune quelque part aller aux États-Unis? Pas du tout. À l'œil, il peut aller étudier, etc. Il y a de l'argent qui est là, et il y a tout des programmes, etc., pour influencer, pour ramener des mouvements de jeunesse, pour amener cette population à s'identifier, et de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, et c'est un fait qu'une partie
de la communauté juive s'identifie totalement à Israël. Mais ça a l'effet aussi qu'une bonne partie en tout cas de cette communauté qui ne veut pas s'identifier s'exclut totalement de la communauté et s'en va ailleurs, se dissout, disparaît dans la nature. Voilà. Donc et aux États-Unis aussi, c'est le même phénomène. Aux États-Unis, oui, la communauté juive est très importante aux États-Unis. Oui, elle est très importante, mais il y a aussi un grand phénomène qui d'ailleurs fait hérisser les cheveux des traditionnalistes. Vous savez qu'il y a un rabbin qui avait dit, enfin une vidéo célèbre, que les mariages mixtes sont une deuxième Shoah. Ah d'accord. Ah oui, non. C'est pas cette déclaration. Ah si. Donc pour eux, c'est la Shoah. Ah oui, non. Et donc, et aux États-Unis, il y a, entre guillemets, un problème énorme, enfin je veux dire, un fait, c'est que pratiquement presque un juif sur deux, ou un juif sur trois, en tout cas à peu près cette proportion-là, il fait un mariage en dehors de la communauté. Ça veut dire avec un partenaire non juif. Et ça, c'est dramatique pour les... Mais en même temps, ça vient aussi du fait que, d'abord, un désir des juifs de... Vous savez, les juifs ont toujours cherché à s'intégrer dans les cités où ils vivaient. C'est-à-dire, à partir du moment où ils étaient éduqués, etc., ils voulaient s'intégrer. Et donc ça vient du fait que il y a beaucoup qui se reconnaissent de moins en moins dans ce projet sioniste. Surtout que l'image d'Israël en prend un coup. Ça veut dire, parce que on a beau dire, il faut vraiment être solide et aveugle pour défendre Israël à 100%. Il faut vraiment. Mais il y en a. Mais il faut vraiment être aveugle. Et tous ces gens-là, enfin tous ces juifs qui ont d'autres convictions, etc., ont tendance plutôt à s'émanciper et à s'évanouir. Et effectivement, il y a des restes de communautés qui deviennent des forteresses au service du sionisme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça pourrait être un retour de bâton terrible le jour où Israël ne fera plus la loi. Et le CRIF ne fera plus la loi. Oui, parce que dans les sociétés-là, les gens vont se rebeller. Un jour ou l'autre, voilà, parce que écoutez, ça suffit. Ils vont se rebeller contre ce pouvoir. Alors bien justement, en plus, quand on avait décidé aussi de décrypter un peu certaines personnes, parce que il y en a des connus, des moins connus. Alors, oui. On avait dit, tiens, on pourrait parler de Patrick Drahi. Oui, voilà. Alors, par exemple, voilà, vous savez, les Sayanim couvrent tous les domaines. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, en fait, et c'est pas seulement des gens de droite. Au contraire, vous savez que Libération, c'était un journal, malheureusement, de Jean-Paul Sartre, etc. Il était ce qu'il avait été. Et à partir des années 90, il est devenu le chantre du libéralisme. Oui. Et en même temps, petit à petit, une espèce d'organe qui voulait attirer les gens de gauche pour une défense d'Israël. Bien sûr, il y a quelques articles de temps en temps contre Israël. Bon, ça il faut reconnaître. Sauf que ce journal avait appartenu pendant un certain temps à Rothschild et à BHL, qui étaient les actionnaires principaux. Bon, il ne faut pas rêver. Enfin, je veux dire, des gens qui mettent des millions d'euros, ils ne les mettent pas pour rien. Donc, ils les mettent parce qu'ils veulent influencer. Donc, ils veulent mettre des Laurent Geoffrin, Nicolas Demorand, etc. Ça veut dire des gens qui savent qu'ils vont servir le système. Et le système, c'est une adhésion au sionisme, même s'ils ne le montrent pas, encore une fois. Mais Libération, par exemple, par ses campagnes contre Dieudonné et Soral, et des campagnes d'une virulence et d'une systématisation, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand ils commencent à faire des pages et des pages sur Dieudonné et Soral, c'est sans concession, c'est-à-dire totalement anti. Et puis contre Poutine, contre tout ce qui est anti-américain. Et donc, quand, pour des raisons que j'ignore, Rothschild et BHL ne sont plus ont quitté Libération, et il a fallu chercher un repreneur. Il s'est présenté un repreneur franco-israélien, Patrick Drahi, un homme d'origine marocaine, mais en tout cas israélien, et qui a mis 18 millions d'euros dans l'affaire. Bon, il est évident que quelqu'un qui met cet argent, c'est qu'il attend un retour sur investissement, comme on dit.
Bon, probablement pas des bénéfices financiers. De toute façon, ils sont fichés. Ils sont subventionnés en plus. Oui, ils sont subventionnés. Mais, comment dire, une politique qui soit favorable à Israël, au CRIF, etc. Maintenant, ça c'est pour attirer les gens de gauche vers une vision qui soit moins hostile à Israël et en même temps très hostile à ceux qui critiquent réellement le sionisme en France. Parce que c'est ça en fait. Critiquer Israël, Libération le fait, d'accord. Un petit article de temps en temps sur la colonisation, etc. Mais si on veut s'attaquer à Israël, il faut le faire en France. Or, qui est le soutien d'Israël en France? C'est le CRIF. Enfin, le CRIF et ses alliés, etc. Le pouvoir bancaire, le pouvoir de la publicité. Qui est à la tête de la publicité en France? La publicité est le nerf de la guerre. Tous les médias en dépendent. Vous faites par exemple un article mauvais sur Renault, vous perdez le budget Renault, par exemple, etc. TF1, tous les médias vivent de la publicité. Qui dirige la publicité? Qui tient les ficelles de la publicité? Maurice Lévy. Maurice Lévy de Publicis Voilà. et Stéphane Fuchs. Stéphane Fuchs. Stéphane Fuchs est un dirigeant du CRIF. Stéphane Fuchs, c'est lui qui a mené la campagne de DSK pour l'amener à l'Élysée. Stéphane Fuchs est celui qui drive, comme on dit, qui dirige la campagne de Manuel Valls. C'est lui qui fait en sorte de l'amener à l'Élysée. D'accord. Donc, ces deux personnes-là, à eux deux, ils pèsent déjà quasiment 60-70% du marché publicitaire en France. Évidemment, les autres, ils sont leurs copains. S'ils disent, attention, bon. Donc, voilà. Et Libération, pour moi, est devenu un organe de, encore une fois, même s'il critique un petit peu Israël, c'est juste pour se donner cette bonne image. C'est pour se donner une crédibilité. Mais en fait, pour moi, le vrai combat contre Israël, quand on habite en France, et c'est ça ce que de multiples organisations pro-palestiniennes ne comprennent pas. Et c'est terrible qu'elles se soumettent comme la FPS. Oui, ou le BDS, oui, ils se soumettent complètement, les amis. Se soumettent aux lignes rouges imposées par le CRIF. Ça veut dire, attention, ici, il ne faut pas importer le conflit, enfin, etc., tout le baratin. Et Libération joue très bien ce rôle, merveilleusement ce rôle. C'est-à-dire que pas d'antisémitisme, aucune référence au pouvoir de la banque juive. Mon Dieu, ça fait comme si c'était... attendez, enfin je veux dire Goldman Sachs, etc. Enfin, je vais vous donner l'exemple d'un bon Sayan. Bon, la Réserve fédérale, c'est la Banque centrale américaine. Bon. Le numéro 2, il est nouveau. Enfin, il a été nommé il y a 2-3 mois. Qui c'est? C'est l'ancien président de la Banque d'Israël pendant 10 ans. Bon, si après ça, c'est pas un Sayan qui est installé au cœur du système bancaire international, bon, et c'est ça que Libération veut empêcher de cette réflexion en France. C'est-à-dire, il s'attaque à ceux qui mettent à nu cette puissance, c'est-à-dire Soral, de façon sérieuse, et Dieudonné de façon humoristique. Voilà. C'est le rôle qui lui est dévolu à Libération, c'est de démolir les vraies critiques du sionisme, du pouvoir sioniste en France, en les faisant passer pour de l'antisémitisme. Il n'y a pas une discussion de fond. De quel droit, par exemple, et c'est là, voilà le pouvoir des Sayanim, de quel droit on interdit à Soral de parler dans un média en France? De quel droit? Est-ce que Patrick Cohen a hérité France Inter, l'a hérité en tant que juif? Est-ce que ça fait partie de la dot du peuple élu? France Inter, France Culture, TF1, etc. De quel droit des juifs sionistes travaillant pour le Mossad s'arrogent le privilège de dire « je les mets sur liste noire ». Attendez, mais enfin, c'est pas possible. Bah, Cohen ne s'est pas gêné pour le dire. Ils nous disent, bon, bah, c'est voilà. Une liste noire. Et Libération contribue, enfin, je le lis de temps en temps quand je vais au café comme ça, bon, je le feuillette. Et les campagnes qu'il mène de harcèlement
contre Dieudonné, contre Soral, et contre tous ceux qui pourraient éventuellement collaborer, entre guillemets, avec eux. Ouais. Il les démolit de façon absolument abjecte. Et donc, pour moi, Patrick Drahi, en reprenant Libération, fait partie de ce... Voilà, c'est ce système-là qu'on renforce, et c'est ça son rôle. Voilà, le rôle de ces gens-là, c'est ça. C'est de sauvegarder ce pouvoir. Tout en... Encore une fois, vous savez, Libération, de temps en temps, il publie... Oui, de temps en temps, voilà. Un petit article. Par exemple, toutes les campagnes qu'on a menées en faveur des Pussy Riot. Oui. Bien. Et Canal+ les a même amenés en France, à payer leur voyage pour venir en France. Ouais. Bien. L'équipe de Canal+ est partie à Moscou pour les filmer. Ça coûte beaucoup d'argent. Après tout, ils ont été condamnés à 2 ans de prison. En Israël, il y a 450 prisonniers qui sont en prison, qui sont enfermés en vertu de la détention administrative. C'est quoi la détention administrative? Il existe, je crois que c'est unique au monde, il existe une législation spéciale qui permet aux autorités israéliennes d'enfermer une personne le temps qu'elle veut, le temps où 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans procès, sans jugement, sans avocat, sans visite. Ce qui est hors de toutes les conventions internationales, toutes les... Pour des raisons de sécurité, c'est tout. Ils vont voir le juge, ils lui disent, pour des raisons de sécurité, je vais enfermer X. Qu'il soit israélien ou pas, qu'il soit libanais, jordanien, palestinien, peu importe. Ouais. Peu importe. Il y a 450. Bien. Est-ce qu'on a vu un média français, Libération par exemple, ou Canal+, prendre, pas parler comme ça en passant, non, faire comme les Pussy Riot, c'est-à-dire les photographier, montrer leurs photos, leur histoire familiale, etc. Nous faire toucher du doigt ce qu'est un prisonnier soumis à la détention administrative. Ce sont parfois des pères de famille, ce sont parfois des politiques, par exemple des députés du Hamas qui ont été enfermés pendant 3-4 ans parce qu'un soldat a été enlevé de l'autre côté. Et bien voilà un élément qui n'est jamais mis en avant, même par un journal comme Libération. C'est-à-dire, ils font des critiques comme ça en passant, mais il n'y a pas de vraie campagne, comme on a fait pour les Pussy Riot, par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment une espèce de campagne pour montrer ce qu'est le système israélien. Oui, non, il y a très peu de choses, d'informations. Voilà, et donc en fait, c'est à ça... Voilà à peu près comment dire, l'objectif ou la feuille de route de Libération, c'est de servir à couvrir toute cette politique, mais en étant de gauche et en se permettant de temps en temps un petit papier comme ça pour se donner bonne conscience. D'accord. Alors justement, parce qu'on parle des médias, alors comme j'ai ma petite liste sous les yeux. Alors moi, il y a par exemple Alexandre Adler, quelqu'un qui, je le rappelle, avait déclaré face à Tariq Ramadan dans Ce soir ou jamais que il n'éprouvait absolument aucune émotion devant la mort des enfants palestiniens. Bon, ça c'est Alexandre Adler. Donc Alexandre Adler, lui qui est